fonctionnaires et agents des services publics. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur France 3 Alpes, à la une de l'actualité régionale de ce mercredi 9 octobre. Salariés, syndicats et direction de Parker avaient rendez-vous aujourd'hui pour un comité central d'entreprise. Le plan de restructuration qui prévoit une centaine de suppressions de postes sur les deux sites de Villagrand et Contamine-sur-Arve a été confirmé. La désignation de Mathieu Chamussy comme tête de liste aux prochaines municipales de Grenoble par Jean-François Copé et la commission d'investiture marque-t-elle la fin des divisions au sein de la droite grenobloise? Pas sûr. Mathieu Chamussy est l'invité du Journal des Alpes. Promenade récréative et scientifique pour les participants au congrès international sur la neige et les avalanches qui se tient jusqu'à samedi à Chamonix et Grenoble. Ils ont pu observer et admirer le paravalanche du glacier de Taconaz, le plus grand d'Europe. Et puis dans le journal national présenté par Carole Gessler, deux nouveaux journalistes otages en Syrie. Leur enlèvement remonte au mois de juin mais n'a été révélé qu'aujourd'hui au détour d'une interview par Jean-Marc Ayrault. À ce jour, 11 Français sont otages dans le monde. La réforme pénale sur les rails avec la présentation au Conseil des ministres. La droite accuse le gouvernement de laxisme, notamment sur la mise en place d'une peine de probation, une mesure censée vider les prisons et qui pose bien sûr la question de la récidive. Pas de surprise ce matin à Villagrand lors du comité central d'entreprise. La direction du groupe Parker a présenté aux représentants des salariés son plan de restructuration sans suppression de postes sur les 164 emplois du site, 43 sur les 264 du site voisin de Contamine-sur-Arve. Amanda Chaparro, Jean-Pierre Rivet. Ils sont ressortis de la réunion déçus et en colère. Ce matin, la direction n'a apporté aucune réponse aux questions des organisations syndicales sur l'avenir de leurs emplois. Seule certitude, une centaine d'emplois va être supprimée sur les sites d'Annemasse et de Contamine-sur-Arve. Incompréhensible pour les salariés, l'entreprise est en bonne santé. Selon eux, cela est purement synonyme de licenciement boursier. Ils sont en train de nous expliquer que, à leurs yeux, en faisant ça, ils vont faire le bonheur de ceux qui vont rester. Mais en fait, ils font le bonheur des actionnaires, puisque une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars, qui dégage 950 millions de dollars de bénéfices, ne peut pas dire qu'elle ne gagne pas d'argent, et ceci après impôt, bien entendu. 80 à 150 emplois vont être supprimés sur les 424 salariés du groupe en Haute-Savoie. Tous les corps de métier sont touchés, du technicien manutentionnaire au cadre ingénieur. Pour une quarantaine d'entre eux, le groupe Parker, qui n'a pas souhaité s'exprimer, proposera un transfert vers d'autres sites, en Bretagne notamment. Mais pour les syndicats, ces propositions ne sont pas viables. Les gens, ils ont une vie, ils ont une famille ici. Il y en a qui ont 40 ans d'expérience dans l'entreprise, qui ont toujours vécu ici. Et je les vois mal bouger d'une région à une autre. Les délégations syndicales des sites de Parker Bretagne et Bourgogne, également concernés par le plan, étaient présentes ce matin. Ensemble, ils doivent décider des actions à suivre ces prochaines semaines. Fait divers, un gynécologue grenoblois mis en examen pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. 6 plaintes ont été déposées contre le praticien, notamment de la part de femmes enceintes qui estiment avoir subi des attouchements lors de consultations gynécologiques. Le médecin nie les faits, mis en examen aujourd'hui par le juge d'instruction et il a été laissé libre. 2 hommes ont été victimes hier soir et ce matin de coups de couteau dans les rues de Grenoble. Le premier, un homme de 26 ans, gravement touché au bras et à la tête, a dû être transporté au CHU de Grenoble. Le second est un mineur de 17 ans, blessé par le père d'un autre adolescent avec lequel il avait eu une altercation. Politique, la Commission nationale d'investiture de l'UMP a validé hier soir la proposition faite par Jean-François Copé de confier la tête de liste au municipal de Grenoble à Mathieu Chamussy. Mais cette décision est accompagnée d'annexes. Alain Carignon est en 3e position, Benjamin Piton en 5e position, Richard Cazenave en 7e. Et puis aussi, Alain Carignon est d'ores et déjà nommé, en tout cas désigné, pour être tête de liste lors des régionales en Isère. Mathieu Chamussy, bonjour. Bonsoir. On a un peu l'impression que c'est une victoire à la Pyrrhus. Vous êtes tête de liste, mais on vous impose des candidats sur votre liste, ce qui est un peu enfin, en tout cas, qui est un peu inhabituel. Écoutez, d'abord, l'UMP me confie cette responsabilité de construire le renouveau de Grenoble. Donc pour quelqu'un qui est né dans cette ville, voilà pour la victoire, qui vit à Grenoble depuis que je suis né, depuis 43 ans, c'est un défi
formidable que je veux relever avec détermination et enthousiasme. Alors voilà, pour la victoire, Ensuite, maintenant, la qualification dans la Pyrrhus. Ensuite, c'est votre point de vue. Ensuite, j'ai entendu les propositions qui me sont faites. Au fond, elles visent à essayer de construire un collectif où chacun peut être utile à la bonne place pour servir les Grenoblois. Alors j'ai entendu ces propositions. Donc ça reste une proposition selon vous, pour le moment, ce n'est pas une injonction. Mais écoutez, je suis un homme libre et c'est aux Grenoblois que je dois des comptes. La décision que je prendrai, ce sera la mienne et je l'assumerai pleinement. Alors maintenant, je suis dans un temps de dialogue, d'écoute et de concertation pour justement construire le meilleur collectif possible au service de Grenoble. Alors Alain Carignon était présent lors de cette réunion avec Jean-François Copé. Nos confrères d'IV3 ont recueilli son analyse et son sentiment après la réunion. On s'est concerté, j'ai participé à une réunion avec Jean-François Copé, avec les parlementaires, et l'ampleur des problèmes nécessite que les énergies soient mises ensemble, soient regroupées, pour essayer de sortir Grenoble de la situation dans laquelle elle est, et je vais prendre toute ma part dans ce combat. La veille de la réunion, vous avez publié un sondage avec Richard Cazeneuve, dont dans l'un des constats est de dire qu'Alain Carignon est rejeté par les Grenoblois. L'avoir sur votre liste, alors est-ce que c'est un atout, au contraire, un boulet comme on a pu l'entendre dire? Je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est le collectif au service des Grenoblois. Moi, je ne suis pas sur les jugements de personnes vis-à-vis de tel ou tel. Ça va être compliqué, il y aurait beaucoup à dire. Vous savez, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont les choses se font au Parti socialiste, dans un bureau, passe-moi ci, donne-moi ça, etc. Ce qui compte, c'est le collectif au service des Grenoblois. Et c'est la raison pour laquelle il y a l'UMP, mais il n'y a pas que l'UMP. J'ai rencontré, pas plus tard qu'à midi, nos partenaires de l'UDI. Je comprends bien. Vous n'étiez pas à la réunion. Alain Carignon y était. Comment vous... Oui, et c'est moi qui suis désigné. Oui, et comment vous analysez sa présence? C'est formidable. Oui, mais enfin, il est sur la liste en troisième position. Écoutez, pour l'instant, il y a une tête de liste. C'est moi. Et le rôle d'un patron, c'est pas de décider tout seul, dans son coin, enfermé dans un bureau. C'est d'écouter, c'est de dialoguer, c'est de concerter. Et je vais vous dire, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est, si les Grenoblois font confiance à l'équipe que je vais conduire au mois de mars, ce sera ma méthode de travail pour servir Grenoble. L'écoute, le dialogue et la concertation dont Grenoble a beaucoup souffert par l'absence ces dernières années. Donc je prouve, avant même d'exercer ces responsabilités, que ma méthode, c'est le dialogue, l'écoute et la concertation. Est-ce que vous avez des contacts avec Jean-François Copé direct? Je n'ai pas eu Jean-François Copé au téléphone. J'ai eu un certain nombre de responsables éminents de l'UMP hier soir, bien évidemment. Et maintenant, quelles échéances alors? Parce qu'on parle beaucoup de feuilleton sur cette désignation. Le happy end, en quelque sorte, c'est pour quand? Il y aura une échéance. Voilà. À quel moment vous direz, OK, je mène la liste, mais avec ou sans Carignon? À quel moment on saura? Ça va aller assez rapidement, je vous rassure, je vous sens passionné et haletant. Et j'ai ce devoir vis-à-vis des Grenoblois. C'est vis-à-vis d'eux, et c'est à eux que je dirai les choses, le moment venu, assez vite en vérité. Mathieu Chamissy, merci. La Commission nationale des investitures a pris également une autre décision concernant la région. Pour les municipales de Thonon, l'UMP n'accorde son investiture ni à Jean Denay, le maire sortant, ni à son opposant de droite, Christophe Arminjon. Tous deux sont étiquetés divers droite. On parlait de maires et d'élections municipales. Eh bien, il faut parfois beaucoup d'énergie à ces élus pour défendre leurs concitoyens. Exemple avec le cri d'alarme du maire de Chantelouve près du col d'Ornon, c'est en Isère. La route départementale qui traverse son village est fréquemment coupée par des coulées de boue et de pierres après les orages, ce qui pose de gros problèmes de sécurité et d'isolement. Sarah Nabli, Didier Alban. Ce ruisseau n'a l'air de rien, mais vendredi dernier, un homme a failli être emporté ici. Car après un orage, le mer d'Arrée se transforme en torrent, emportant tout sur son passage. C'est le maire en personne qui a porté secours au conducteur. Il a hésité, en fait de compte, il s'est décidé à passer. Et là, il est resté bloqué au milieu avec des rochers. Il a failli se faire embarquer pratiquement. Donc heureusement qu'il est tombé sur le maire de Chantelouve qui n'était pas trop loin et qui a pu le dépanner en le tirant avec un câble. Autrement, ça aurait pu être la catastrophe, quoi.
6 fois par an, en moyenne, la commune de Chantelouve est coupée du monde, cernée en haut et en bas par le torrent qui bloque la départementale. Les habitants sont excédés par cette situation. On arrive à passer en bas, on arrive ici, ça passe pas, on fait demi-tour, on ne peut plus descendre puisqu'en bas c'est barré aussi, quoi. Donc on reste. Bon, mais ça va, à Chantelouve on est bien accueillis, donc on patiente. Mais c'est quand même pas la solution, quoi. Une insécurité qui donne des sueurs froides au maire. Depuis 4 ans, il alerte le Conseil général. Plusieurs courriers et déjà 3 réunions. L'installation de feux tricolores était en discussion, mais l'élu s'impatiente. Les services du Conseil général, j'ai l'impression qu'ils mènent un petit peu en bateau et on me fait patienter avec ces histoires de feu. Et en sachant très bien qu'il va y avoir des élections en 2014, qu'il y aura une municipalité qui risque de changer et tout, le prochain maire ne relancera peut-être pas forcément le dossier, et puis que comme ça on gagne un petit peu du temps. Et en attendant, beaucoup de personnes prennent des risques. Pour le maire, la seule solution serait la construction de ponts pour garantir la sécurité de tous. Des croix gammées ont été découvertes au tennis club d'Évian en Haute-Savoie. Les plus visibles sont sur le mur d'un des cours de tennis du club. 4 croix gammées inversées à la peinture blanche dégoulinante. Une autre a été tracée au sol. C'est le commissariat de Thonon-les-Bains qui a ouvert une enquête. Les scientifiques venus du monde entier qui participent actuellement au congrès international sur la neige et les avalanches se sont déplacés aujourd'hui à Chamonix au programme visite de l'aiguille du Midi et surtout découverte du paravalanche de Taconaz, le plus grand d'Europe, qui les a fortement impressionnés. Jérôme Ducrot, Vincent Ambran. Les spécialistes de la neige et des avalanches sont passés de la théorie à la pratique. Au menu de cette journée à Chamonix, visite de l'aiguille du Midi et du plus grand paravalanche au monde, juste en dessous du glacier du Tacona, là où se produisent les plus grosses avalanches en Europe. Nous avons dimensionné un des plus grands ouvrages de protection au monde. Nous avons développé une méthodologie que nous avons publiée. Elle est connue par la plupart des scientifiques du monde entier. Et aujourd'hui, ils viennent effectivement visiter le système en vrai et ils en sont très contents. Le problème, le glacier, froid en profondeur et tempéré en surface, se casse. Les études de ces scientifiques ont montré que cette zone glaciaire pourrait être tempérée dans le futur, d'où un risque accru d'avalanche. Chamonix est un laboratoire du risque, on a énormément de risques, beaucoup de risques naturels et beaucoup de scientifiques, des techniciens viennent à Chamonix voir ce que l'on y fait et comment on aménage notre territoire par rapport aux risques de cette vallée. Je pense d'atteindre un risque zéro, c'est jamais possible, mais je pense avec ces digues, avec ces bosses de freineurs, on peut réellement stopper une avalanche moyenne. Mais si on a le cas extrême, c'est peut-être pas possible, je pense. Pour le moment, le paravalanche du Tacona a épargné les habitations. Ces scientifiques sont unanimes. En moins de 6 minutes, un jour ou l'autre, une énorme avalanche dévalera ces 3000 mètres de dénivelé. Selon leurs calculs, elle ne brisera pas l'édifice, mais pourrait passer au-dessus. À suivre, 19h11 donc, à suivre le dossier du jour, comment les ultrasons émis par certains animaux peuvent générer des développements technologiques. La rubrique Entre nous, en parenthèse, une association incite des apprentis viticulteurs à redonner vie à des vignes oubliées. Et puis, retour à la science pour notre découverte avec la première journée de la science justement à Rumilly. Chronique scientifique donc, comme tous les mercredis, elle est consacrée à Cyberio, une jeune entreprise informatique grenobloise qui développe des systèmes numériques dits sensoriels, capables de détecter les mouvements et surtout les sons les plus imperceptibles. Parmi les premières applications, l'étude des ultrasons qu'émettent certains mammifères pour se diriger dans l'obscurité. Xavier Schmitt, Nathalie Rapuc. Étrange réunion au crépuscule sur le campus universitaire. Des ingénieurs font la démonstration d'un nouveau système d'observation des chauves-souris. Voilà, donc il y en a une autre qui vient de passer. La plupart des chauves-souris émettent des cris inaudibles. Il s'agit d'ultrasons. Pour les percevoir, Didier Mohuari a mis au point des outils numériques. Cet ingénieur et chef d'entreprise aime valider ses innovations auprès du public. Il a même un grand projet, recenser les chauves-souris grenobloises en associant les habitants. Donc on est à quasiment entre 15 et 20 kHz, donc on le voit, donc elle vole en direct. Donc
Donc on a capté son signal, donc c'est des petits pulses très brefs. Donc le logiciel permet une identification quasiment immédiate de l'espèce dont on vient d'enregistrer les ultrasons. Les chauves-souris sont dotés d'une sorte de sonar pour se déplacer dans la nuit, mais bien des mystères demeurent. Cette entreprise informatique a une spécialité, les systèmes dits sensoriels, des logiciels couplés à des capteurs pour étudier le comportement animal. Ici, les points blancs figurent le vol des chauves-souris dans leur milieu, près d'un axe routier. Ces données peuvent servir, entre autres, à les protéger. La force ici, c'est l'acquisition des 4 capteurs avec une fréquence d'échantillonnage élevée qui va permettre l'enregistrement des chauves-souris. Tout ça avec une synchronisation très précise, on se doute, parce qu'on a besoin de connaître le temps très précis entre chacun des micros, à chacun des moments de l'émission de la chauve-souris. On va allumer la visée laser pour être sûr. Les expérimentations les plus pointues peuvent s'appuyer sur du matériel basique. 4 micros, un émetteur et une boule en plastique. L'objectif, c'est de savoir et de voir comment, finalement, on peut construire une image de cette boule à partir des sons enregistrés par les microphones. Le décryptage des ultrasons s'applique aussi aux mammifères marins, notamment les dauphins. Localisation, suivi des trajectoires, mais aussi communication sociale. Et confirmer par exemple l'existence d'une signature acoustique propre à chaque dauphin. Quand le dauphin va émettre des focalises, donc on va varier dans un registre par exemple de 10 kHz à 20 kHz. Donc en émettant des modulations de sifflement, il va être important de voir ces sifflements, et donc on le voit sous forme d'images, comme il apparaît ici, sur les écrans. L'étude sonore de la faune, la bioacoustique, est un domaine de recherche en plein essor. Les informaticiens aident les biologistes à répondre à cette grande question: comment le cerveau animal visualise l'environnement à partir de sons. Les systèmes de localisation acoustique connaissent de nombreux autres domaines d'application, notamment la protection de l'environnement. Il est temps d'ouvrir notre page Entre nous et d'accueillir Valérie Chastelan. Bonsoir. Bonsoir, vous nous proposez bonsoir aujourd'hui de mettre les mains dans la terre et de devenir, quel beau métier, vigneron. Oui, un rêve, n'est-ce pas? Coup de pouce ce soir à l'association Vigne en Tarentaise et à son dynamique président Gilles, qui mène une jolie croisade pour redonner aux vallons de la Côte d'Em leur visage d'antan, quand les vignes colonisaient les coteaux, c'était il y a plus de 100 ans. Reportage Anna Koroloff et Cédric Picot par une jolie matinée d'automne. Gilles Girard connaît bien la vigne. Il a grandi au milieu des grains de raisin. À la fin du 19e siècle, avant que le phylloxéra ne les ravage, des hectares et des hectares de vignes composaient le paysage de la Côte d'Em. C'est vraiment une vigne qui est abandonnée, mais qui peut se rattraper, en y mettant un petit peu de la bonne volonté et puis beaucoup de courage. On peut éventuellement rattraper, d'autant plus que les cépages, le cépage est bien adapté à notre terroir. Des parcelles viticoles à l'abandon comme celle-ci, il y en a des dizaines. Alors, l'association Vigne de Tarentaise a décidé de mettre en relation des propriétaires de parcelles avec des viticulteurs amateurs. Oui, il y a 700 pieds, on est 2 à s'en occuper. Et bon, c'est la 2e année. Ça sera la 2e récolte. Francilien à la retraite en Savoie, Pascal s'est fait la main sur cette parcelle école. La vigne, c'est un tout aussi, parce que bon, on apprend, déjà, on fait le travail, et après on a le résultat par la suite. Donc on a, bon, c'est pas un grand cru qu'on fait, mais c'est un vin de pays qui est quand même appréciable, parce qu'on voit le travail qu'on a fait, et puis après on peut le déguster. Quand on peut compter sur des personnes qui reprennent les vignes et puis qui les entretiennent si bien que ça, ça fait quand même plaisir à nous gens du pays. Un vin tannique, des cépages robustes, pas question ici de rivaliser avec des grands crus. Le pâché reste un loisir qui se boit avec modération. Vigne de Tarentaise ambitionne de regrouper encore plusieurs parcelles sur M et les communes voisines en AFP, Association foncière pastorale. Ça serait le bonheur, ça serait l'idéal, si je puis dire, d'avoir tout le secteur du bas de la commune en vignoble. Grâce à un financement européen, les viticulteurs amateurs disposent désormais d'un pressoir
et de cuves pour mettre en bouteille leur précieux nectar. Et l'association Vigne de Tarentaise vient de recevoir un prix Christian décerné par EDF qui, sur 1000 projets, en a retenu 30, dont nos Savoyards. Valérie, maintenant vous relayez un appel de mamans grenobloises qui ont un beau projet. Tout à fait, Christian. Ce sont des mamans d'enfants handicapés, lourdement handicapés, qui se sont regroupées il y a maintenant 6 mois face à un constat, pas de structure d'accueil pour leurs petits les mercredis ou les vacances scolaires qui sont très longues. Les centres aérés ne sont pas équipés. Elles veulent donc créer un centre de loisirs pluriel sur l'agglomération grenobloise qui pourrait accueillir leurs enfants et leur permettre de souffler. C'est important. Alors ces centres loisirs pluriels, il en existe déjà 14 en France. Le premier est né en Bretagne, vous le voyez à l'image, en 92. Ça marche très bien, il y a beaucoup de demandes mais pas assez de place. Particularité, ces centres accueillent aussi des enfants valides pour favoriser le lien social, la mixité. Je vous propose d'entendre Servane Hugues, c'est la présidente de l'association Loisirs Pluriels de Grenoble. En fait, ce sont des centres loisirs qui accueillent 24 enfants au maximum. Donc nos enfants, c'est vrai que dans des grandes structures, avec beaucoup d'enfants, ils sont perdus. Ils ont besoin d'un cocon familial, même dans le cadre des structures de loisirs. Et surtout, avec ce petit effectif, la moitié est réservée pour des enfants handicapés. Donc ce qui est mis en avant forcément, c'est la mixité entre les enfants handicapés et valides. Et je crois que cette mixité, dès l'instant où elle est favorisée dès le plus jeune âge, elle ne peut qu'apporter des belles choses pour l'avenir. Ça fait que 6 mois qu'on se bat, donc je crois qu'il faut continuer à garder la tête haute. On est convaincus de notre projet. Je crois que tout le monde l'entend bien. Après, il faut des sous. Donc forcément, ça coince un peu plus. Mais on garde beaucoup d'espoir et on est convaincu qu'il y aura un centre loisir pluriel d'ici peu sur Grenoble. Alors concrètement, Christian, pour ces mamans, il faut un local scolaire prêté par une municipalité de l'agglomération grenobloise le mercredi après-midi et les vacances, et bien sûr des fonds pour payer un directeur et des animateurs, 1 pour 3 enfants contre 1 pour 12 dans une structure traditionnelle. Voilà, et on espère que bientôt on assistera à la coupure de ruban de leur centre loisir. La photo du jour? La photo du jour nous est envoyée par Jean-Pierre qui nous a gentiment écrit pour nous dire qu'on avait montré le début de la récolte des noix, mais que dans le Trièves aussi, ça a commencé avec, regardez, la photo de cet amateur expert nuciculteur. C'était à Miribel-Lanchâtre, à 750 mètres d'altitude. Merci à Jean-Pierre, et puis n'hésitez pas pour nous envoyer vos photos, alpes@france.fr. France3.fr, oui. Merci Valérie. Et à demain, on parlera abeilles, je crois. D'abeilles, absolument. On termine ce journal avec le début aujourd'hui de la Fête de la Science. Elle se poursuivra tout au long de la semaine. Son but est de mettre en relation la communauté scientifique et le grand public. Cette année, elle a pour thème de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Marion Feutry et Maxime Kemener se sont rendus à l'Office socioculturel de l'Albanais et de Rumilly, réservé aujourd'hui, mercredi bien entendu, aux enfants. Une aile de papillon grossit 40 fois ou quand l'infiniment petit est présenté au tout petit. Une première observation au microscope, forcément, ça surprend. J'ai regardé et il y avait une bête et j'ai vu dans l'ordinateur, il y avait une araignée. J'ai vu dans le blanc et j'ai vu quelque chose et j'ai dit merde. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est le thème de ces expériences ludiques, un moyen d'aborder des concepts scientifiques hors de la classe d'école. On essaye de profiter de ce thème, c'est un prétexte pour faire venir les gens, les jeunes, les moins jeunes, et faire des expériences, s'interroger et puis quelque part un petit peu se cultiver en toute modestie. L'occasion de parler thermodynamisme, réfraction de l'eau, mais aussi astronomie. On la reconnaît comment, la grande ours? À la forme de la casserole ici. La grande ours, l'étoile polaire, la reine Cassiopée, même à des années-lumière, les constellations fascinent, surtout les plus jeunes.
Ça plaît beaucoup, ils sont très, très preneurs, ils s'intéressent au ciel en fait, ils ont envie de savoir, ils sont avides d'apprendre ce qu'il y a, de pouvoir découvrir les constellations, de pouvoir comprendre en fait dans quel univers on vit, et ça c'est vraiment, pour eux c'est vraiment très, très facile d'accès. Je savais où était la grande ours et la petite ours et l'étoile du Nord, et après il m'a appris plein d'autres choses. Ce soir je regarderai par ma fenêtre, voilà. Avec la fête de la science, les enfants ont encore une semaine pour questionner et découvrir le monde qui les entoure. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo régionale, puis le journal national. N'oubliez pas un rappel, notre site internet alpes.france3.fr. Merci de votre fidélité. Bonne soirée, à demain.